Lundi 24 juin 2013, bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le président vénézuélien Nicolás Maduro est attendu ce mardi à Port-au-Prince. Ce sera la toute première visite en Haïti du numéro 1 vénézuélien depuis sa prise de fonction le 19 avril dernier. Troisième rencontre ce lundi entre le gouvernement et les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent autour de l'organisation des prochaines élections. L'État haïtien a déjà débloqué une première tranche de 300 millions de gourdes pour permettre au CTCEP de démarrer ses activités, a indiqué le Premier ministre Laurent Lamotte. Le scrutin coûtera 31 millions de dollars américains. Le président du CTCEP a annoncé une série de rencontres à partir de mercredi avec des secteurs vitaux du pays, dont les partis politiques et les organisations de la société civile sur le projet de loi électorale avant de soumettre le document à l'exécutif. Le député Antoine Rodon Bien-Aimé dénonce cette décision du collège électoral et parle de manœuvre dilatoire. Ouverture ce lundi à Port-au-Prince de forum de 2 jours sur la gestion documentaire des archives de l'administration publique, l'initiative de l'Office de management des ressources humaines et du Centre de recherche et de documentation. L'objectif est de sensibiliser les agents publics à la gestion de la mémoire institutionnelle capitale dans le cadre de la bonne gouvernance. Dans l'international, l'Afrique du Sud se prépare à faire ses adieux à Nelson Mandela. Le héros de la lutte anti-apartheid, âgé de 94 ans, se trouve à l'hôpital dans un état critique. L'Équateur étudie la demande d'asile d'Edward Snowden avec beaucoup de sens de responsabilité. Il y va de la liberté d'expression et de la sécurité des citoyens dans le monde, a indiqué le ministre équatorien des Affaires étrangères. Et puis en sport, le Belge Steve Darcis, 135e joueur mondial, a réalisé l'exploit d'éliminer ce lundi Rafael Nadal à Wimbledon en 3-7, 7-6, 7-6, 6-4. C'est la première fois que l'Espagnol perd dès le premier tour de tournoi du Grand Chelem. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Donc, chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la visite du président vénézuélien Nicolás Maduro en Haïti. Maduro qui est donc attendu ce mardi à Port-au-Prince. Cette visite, la toute première dans le pays du numéro 1 vénézuélien depuis sa prise de fonction le 19 avril dernier, entre dans le cadre de la coopération haïtiano-vénézuélienne, annonce le bureau de communication de la primature. Sans transition, troisième rencontre ce lundi entre le gouvernement haïtien et les membres du CTCEP. Le Premier ministre informe que l'État haïtien a déjà débloqué une première tranche de 300 millions de gourdes pour permettre au CTCEP de démarrer ses activités en vue de l'organisation dans le meilleur délai du scrutin qui coûtera 31 millions de dollars américains. Le gouvernement continuera à discuter avec les autres bailleurs pour les porter à mobiliser les fonds nécessaires pour les élections, a ajouté Laurent Lamotte. Le gouvernement dit entend contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Nous souhaitons une importante rencontre de travail entre 8 institutions. Ceci pour nous capables de coordonner, supporter, courir CTCEP. Donc, l'institution participe dans l'importante rencontre de travail, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, pour nous capables de discuter de coordination, décaissement et pour prochaine élection, surtout pour CTCEP, ministère intérieur, justice, ONI et côté international, la technique, ministère, CTCEP, bien entendu, primature. Donc,
discussion de coordination, budget, démarrage, c'était CEPA, c'était le principal objectif rencontre. Coordination, budget, démarrage, conseil, collège transitoire, conseil électoral permanent, c'était CEP. Donc, nous avons annoncé que l'État haïtien, ses premiers contributeurs à hauteur de 300 millions de gouttes dans le fonds organisation élection. Et nous avons pour de 300 millions sous le fonds de 300 millions. Il y a plusieurs pays qui sont engagés pour financer les prochaines élections. Donc, nous allons gagner l'autre rencontre de travail avec bailleurs de fonds pour nous capables d'encourager et bien mobiliser les fonds nécessaires pour que l'élection soit faite. Nous mettons d'accord que pour nous bien supporter CEPA de manière plus efficace, de manière plus coordonnée, eh bien, nous mettons sous pied un comité, un groupe de travail qui gagne un membre de chaque institution que nous avons cité là. Et le groupe de travail, ça va faire suivi sur toutes recommandations, sur tout besoin que CEPA a besoin d'un travail que a fait pour organiser l'élection. Nous connaissons que l'organisation de l'élection est incontournable, et le gouvernement mobilisé, et le gouvernement engagé, et c'est pour ça tout que nous sommes un premier contributeur dans le fonds organisation élection. Donc ça a démontré pour tout le monde qui pense que le gouvernement n'est pas intéressé à faire l'élection, eh bien la réponse c'est que l'organisation élection c'est une priorité et incontournable pour le gouvernement là pour que l'élection soit faite le plus vite que possible. Donc sur ce, le groupe de travail va mettre le travail dès cette semaine. Le ministère des Finances a mis le travail dès après-midi pour que toute requête qui fait, tout support que nous avons besoin de nous joindre dans de bonnes conditions. Le président du CTCEP a lui aussi réaffirmé la volonté du Conseil de mettre en place les structures devant lui permettre d'assurer la réussite du processus électoral. Emmanuel Ménard annonce une série de rencontres à partir de mercredi avec des secteurs vitaux du pays, dont les partis politiques et les organisations de la société civile sur le projet de loi électorale avant de le soumettre à l'exécutif. Il fait état de plusieurs innovations proposées par le collège électoral, à savoir le vote électronique, le vote anticipé pour les femmes enceintes, les handicapés, ainsi que la participation de la diaspora. La troisième rencontre avec le gouvernement sont des rencontres de travail pour nous capables d'assurer nous harmonisation, rapport nous avec les institutions de l'État. Tout le monde a parlé de loi électorale là. Loi électorale là, c'est un devoir constitutionnel, son mandat urbain. Nous travaillons sur les drafts là et dans tout le monde qui était d'accord, qui n'est pas d'accord, mais nous avons choisi, à partir de vendredi, nous avons une résolution pour nous être capables de faire une grande concertation avec les secteurs vitaux de la vie nationale. Puis, ça va dire que CEPA font une loi, le voyer dans la cachette et l'exécutif là. Donc, ces résolutions ça qui pourraient permettre nous rapidement, à partir de mercredi, ça, nous commencer à rencontrer les secteurs familiaux, nous allons rencontrer les partis politiques, les secteurs organisés de société civile là, les groupes socio-professionnels, les religions, les cultes, et tout l'infini pour nous capables de faire nation approprier de projet loi ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas chaque fois qu'il faut élection pour ces pays font loi. Son loi électorale qui est faite pour la nette, on le consacre, il doit 2-3 articles changer. Mais chaque temps qu'il y a une élection, on a une loi électorale. Chaque temps qu'il y a une élection, on a l'argent pour dépenser. Chaque temps qu'il y a une élection, il y a matériel qu'il faut acheter. Donc, CEP, ça, nous avons une fonction institutionnaliser appareil, organisme qui a pour faire élection, et puis mettre machine technique là en forme pour faire élection. C'est à partir de la prochaine élection, ça va le faire. Nous allons sentir que le pays a approprié de acte de souveraineté ça pendant que nous avons organisé et pendant que le peuple a exprimé. Donc, l'innovation, et c'est une bagaille qui fait que nous avons chita, fait concertation ça avec toutes les monde dans la nation. Nous, cabanos primaires, nous penchons sur vote électronique, nous penchons sur vote haïtien qui est électeur à l'étranger. Nous penchons tous sur un devoir civique pour employer l'État, étudiants, professeurs, universités à engager la surveillance électorale, le jour vote là comme membre bureau. Nous engager nous tous pour nous capables de moderniser la structure bureau contentieux électoral
Parce que chaque temps on a fait élection, nous plaignons, on a demandé l'argent, nous plaignons, on a demandé appui technique. Donc enfin, après 27 ans, il faut que l'institution électorale a commencé. Grand monde tête li, pendant qu'on a demandé appui technique, parce que tout pays demande appui technique, mais il faut que nous soyons capables, au niveau légal, au niveau structurel, qu'on ça nous voulait et commencer à mettre des structures pour chaque temps qu'il y a élection, pour y avoir son institution, son machine locale haïtienne qui a fait élection pour Haïtien. Le président de la commission finance de la Chambre des députés désapprouve la décision du CTCEP de rencontrer le secteur de la vie nationale, question de recueillir leurs recommandations dans le cadre de l'élaboration de la loi électorale. Ils ont déjà mis trop de temps à préparer le document, a dit Antoine Rodon, bien aimé. Le parlementaire appelle les conseillers électoraux à faire le dépôt du projet de loi électorale cette semaine même au Parlement. Ici, les partis politiques et les autres secteurs de la société civile ont des recommandations à faire, qu'ils le fassent directement aux parlementaires, propose le député Antoine Rodon, bien aimé. Nous avons souhaité que les gens qui sont dans ces pays ne pas dans coquin, ni dans ruse, ni dans mesdames. Ils ont un temps passé déjà pour ouvrir la loi électorale là-bas, exécutif pour ouvrir dans le Parlement. Nous avons souhaité, si je dis c'est lundi, dans 3-4 jours encore pour ouvrir l'exécutif là. C'est dit soit dit mais attendre société civile là qui venir dans le Parlement. Parti politique qui venir dans le Parlement. C'est pas devant CPA pour aller. D'ailleurs CPA, c'est le Parlement qui représente le peuple là qui représente les partis politiques. Si gagne consultation qui pour bail parti politique yo, société civile là a venir bail dans la chambre députés avec le Sénat de la République là. Il pas pour la bail CPA li. Nous souhaitons que monde qui dans CPA connaît au bon mandat. Faut que fait très attention. Faut que vous faites très attention. Moi, je vais le score. Si vous n'êtes pas pressé, voyez l'élection à la vie, voyez l'élection faite à temps, la tournée contre vous. Initiative, ça, c'est vous faire couler le temps. Si vous voulez faire passer le temps, ça, la presse est collée dans le gorge. Le bloc majoritaire à la Chambre des députés, parlementaire pour la stabilité et le progrès, PSP, continue de réclamer la tête de plusieurs membres du gouvernement dont les résultats laisseraient à désirer. Le député Louis Samio, François cite notamment, la titulaire du commerce, de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur. La question a été évoquée lors d'une retraite du PSP le week-end écoulé. Dans la retraite là, nous avons posé un peu de problème. Effectivement, nous devons avec question au maniement, nous avons effleuré. Nous avons estimé que nous un paquet de ministres dans le gouvernement qui n'a pas de résultats, qui n'a pas atterri, alors que dans la circonscription, la population est montée aux abois, la population a posé un peu de questions. À partir de ce moment, on a dit que les ministres, comme eux-mêmes, on a analysé pour regarder dans les jours à venir si au remaniement avait une vérité toute bonne vraie, pendant que les têtes ministres nous dit qu'il faut que nous coupions, il faut nous voir. Qui ministre? Bon, trop bon de vous dire exactement qui ministre. D'ailleurs, nous avons un groupe majoritaire. Groupe majoritaire là, c'est vrai que c'est vrai que nous estimons que les ministres qui ont des résultats, mais il est important nous-mêmes pour nous fin concerter et ensemble pour nous dire exactement, chita avec le chef du gouvernement, le président de la République, pour nous dire exactement, ministre qui ont des résultats, il faut que nous voyons aller et il faut que nous remplacions par l'autre ministre, plus ou moins accompagné. Combien ministres? Tout le monde a dit que la production nationale, faut nous manquer sur ça. Tout le monde a dit exactement que nous avons besoin de lumière dans le pays. Tout le monde a dit exactement que la situation n'est pas bonne du tout, comme particulier dans le pays. Mais bien entendu, nous-mêmes comme parlementaires, on a fait des analyses bien sûr économiques, des analyses politiques, pour nous dire que le ministre qui a des résultats, désormais, directement, les députés ont touché les travaux publics, ont touché les finances, ont touché tout et commerce. Bon, ça qui est important aujourd'hui, comme toucher X, comme toucher Y, tout le monde suit, tout le monde connaît dans le pays, qui problème que le pays a gagné. Et bien, si nous estimons que le problème ça est tangible, palpable, c'est tout à fait normal comme parlementaire, il faut toujours venir avec sur le tapis. Et c'est tout à fait normal comme parlementaire tout, il faut que nous râler ministres sur le tapis pour nous dire, mais qui ministre qui est capable, mais qui ministre qui n'est pas capable, mais qui ministre qui a des résultats, mais qui ministre qui n'a pas des résultats.
Ouverture ce lundi à Port-au-Prince de forum de 2 jours sur la gestion documentaire des archives dans l'administration publique. Une initiative de l'Office de Management et des Ressources Humaines, MRH, et du Centre de Recherche et de Documentation. L'objectif est de sensibiliser les agents publics à la gestion de la mémoire institutionnelle qui est d'une importance capitale dans le cadre de la bonne gouvernance, a indiqué le coordonnateur général de l'OMRH, Uder Antoine. De son côté, le directeur général des archives, Wilfried Bertrand, a fait état des projets envisagés pour la modernisation de la gestion documentaire de l'administration publique. C'est un forum pour nous commencer vraiment à sensibiliser, attirer l'attention fonctionnaires, au grand public sur problématique gestion archives là. L'administration publique là. Nous voulons que le forum ça, son forum du changement, son forum qui a une rupture avec les vieilles pratiques. Parce que la réalité, c'est qui s'allie dans l'administration publique là. Question archives là, gestion archives là, c'est un domaine qui est très négligé, qui très souvent même fonction archiviste ou bien responsable document est toujours relégué au second plan. Et nous sommes capables de comprendre par rapport à débat nous allons pour nous faire pendant 2 jours, nous avons une fonction extrêmement importante dans l'administration, dans quel que soit ministère ou bien organisme. Souvent nous jeunes se disent et parfois les mettez monde, il y a fait transfert monde, tendance c'est qu'on dit mettez monde dans l'archive. Il n'y a pas d'archive la valeur que le gagne. Nous-mêmes, nous croyons que les supposés gagnent place de journée aujourd'hui, dans perspective de bonne gouvernance. Et nous sommes capables de dire archives, nous avons parlé de archives dans l'administration publique, nous avons parlé de ça mémoire institutionnelle. Et nous sommes capables de comprendre l'institution, pas de archives, pas de documentation, pas de rien, on perd toute histoire, on perd toute mémoire. Et c'est ça que fait très souvent, nous dans une pénible situation pour nous recommencer tout le temps. Nous pouvons considérer documents qui dans le pays. Qui attention pour nous bailler, qui gens pour nous faire, pour nous sauver, surtout nous connaissons après catastrophe de janvier, dans pile problème qui pose que nous perdons en pile documents, eh bien sacrété, qu'on ne nous pas quitter. Et si toutefois un jour nous l'autre catastrophe qui vient comme ça encore, pour ne pas quitter le prendre nous au dépourvu, pour nous parer pour ça, pour que là, une catastrophe comme ça arrive encore, que le tremblement de terre, que le cyclone que ça lié, nous pourrons faire ça un plan de contingence. Plan de contingence, ça, c'est pour dire que, quelle que soit la catastrophe naturelle qui a privé dans le pays, eh bien, automatiquement, que la catastrophe arrive, nous connaissons qui ça pour nous faire, nous connaissons qui ça pour nous mettre dispositif pour mettre en place, pour que nous sauver mémoire pays. Autre point de l'actualité, l'ex-directrice du lycée Jean-Jacques Dessalines, Kerline Jean, s'inscrit en faux contre les allégations du ministre de l'Éducation nationale sur lesquelles 1,7 million de gourdes avaient été décaissées sans justification sur le compte du lycée sous son administration de août 2012 à janvier 2013. Elle affirme avoir effectué des travaux pour un peu plus d'1 million de gourdes pour réparer les locaux du lycée qui est en piteux état. Kerline Jean, la conjointe du responsable de l'UNO Josué Mérilien, se dit prête à fournir un rapport sur sa gestion au ministère de l'Éducation nationale. Exactement, c'est un problème personnel qu'a réglé par esprit de vengeance. Parce que moi-même, avec le coordonnateur général là, c'est pas ménage. Nous avons une petite fille qui a 15 ans. Et nous vivons ensemble sous le même toit depuis 1997. Nous vivons ensemble. Et nous avons notre petit garçon qui parle 9 ans. Moi rentré dans le lycée et moi rentré dans le lycée, j'ai fait installation 27 juillet, moi commencé à travailler dans le lycée à partir du mois d'août et à janvier. Dans l'espace ça, moi dépensé à peu près, dans le ministère dit 12 millions de gouttes, je dépensé à peu près entre 1 million de gouttes et quelques. OK? Nous avons le ministre dit 12 millions de gouttes, moi-même, la venu pour le bail, côté me dépenser 12 millions de gouttes. Combien rentrer? Donc, on va faire différence entre 1 million et quelques mille gouttes, plus, nous quitter à peu près 150-155 000 gouttes sur compte. Qui j'en lycée à payer? L'homme arrivé là-dedans. Si on lycée moins jeune, pas d'espace bureau pour censé. Pas de clôture. Élèves, pas de sécurité du tout parce que raqueter qu'on jambes depuis au fin ouvert barrière directement dans la salle de classe, ils ont décidé de prendre l'élève, mettre le campé pour mettre l'élève venir avec la chita. Ça n'a pas séparé. Un élève capable de sortir dans la première salle là, aller dans la 6e salle là sans problème ni traverser rentrer marcher dans toute salle.
Te gen yon latrine, c'est mauvais l'hôtel qui te kon salye moun l'homme entré lycée. La cour, te gen yon parti là d'un côté pour ti moun yo derrière. Depuis la pluie tombe, c'est la boue, ou a dit c'est un pack lié. Pas de bon barrière dans le lycée, etc. Moi, je ne compte lycée à l'homme rentrer là-dedans 15 000 gouttes. 15 000 gouttes pas représenter rien dans ça que je dois réaliser pour me faire plus ou moins mettre le lycée dans conditions pour me faire rentrer les classes là. Dirigeants haïtiens dominicains se sont entretenus une nouvelle fois en République voisine le 19 juin dernier autour de l'interdiction de l'importation des produits avicoles dominicains. Alors, ce communiqué de la primature rendu public le week-end dernier, il a été décidé, entre autres, que cette mesure ne sera pas levée avant la mise en place d'un comité technique composé d'experts des deux pays, assistés de représentants d'organisations internationales. Il sera chargé notamment d'élaborer un protocole d'application des règles de l'Organisation mondiale de la santé animale en matière d'influenza aviaire, et on revient au gouvernement dominicain de manifester son accord en faveur de l'implémentation de ces avis techniques, indique la note. Seules les entreprises avicoles non touchées par la grippe aviaire seront autorisées à exploiter leurs produits vers Haïti une fois que les autorités haïtiennes auront vérifié qu'elles respectent le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est attendu ce mardi à Port-au-Prince. Ce sera la toute première visite en Haïti du numéro 1 vénézuélien depuis sa prise de fonction le 19 avril dernier. Troisième rencontre ce lundi entre le gouvernement haïtien et les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent autour de l'organisation des prochaines élections. L'État haïtien a déjà débloqué une première tranche de 300 millions de gourdes pour permettre au CTCEP de démarrer ses activités, a indiqué le Premier ministre Laurent Lamotte. Le scrutin coûtera 31 millions de dollars américains. Le président du CTCEP a annoncé une série de rencontres à partir de mercredi avec des secteurs vitaux du pays, dans les partis politiques et les organisations de la société civile sur le projet de loi électoral avant de soumettre le document à l'exécutif. Le député Antoine Audon Bien-Aimé dénonce cette décision du collège électoral et parle de manœuvres dilatoires. Ouverture ce lundi à Port-au-Prince d'un forum de 2 jours sur la gestion documentaire des archives dans l'administration publique, une initiative de l'Office de management et des ressources humaines et du Centre de recherche et de documentation. L'objectif est de sensibiliser les agents publics à la gestion de la mémoire institutionnelle qui est d'une importance capitale dans le cadre de la bonne gouvernance. Dans l'international, l'Afrique du Sud se prépare à faire ses adieux à Nelson Mandela. Le héros de la lutte anti-apartheid, âgé de 94 ans, se trouve à l'hôpital dans un état critique. L'Équateur étudie la demande d'asile d'Edward Snowden avec beaucoup de sens de responsabilité. Il y va de la liberté d'expression et de la sécurité des citoyens dans le monde, a indiqué le ministre équatorien des Affaires étrangères. Et puis en sport, le Belge Steve Darcis, 135e joueur mondial, a réalisé l'exploit ce lundi d'éliminer Rafael Nadal à Wimbledon en 3-7, 7-6, 7-6, 6-4. C'est la première fois que l'Espagnol perd dès le premier tour de tournoi du Grand Chelem. Merci de votre attention. Bonne semaine en compagnie de Télé Pluriel.